On va commencer par se présenter. Je te laisse, Léandre, commencer. Qui es-tu? Ouais, bonjour à tout le monde et merci d'être là. Bon, moi je suis Léon de Parsoir. Bon, j'étais pas forcément destiné à la prépa de base. J'étais un ancien sportif de haut niveau, mais bon, j'ai quand même choisi de faire la voie des classes préparatoires à MyPrépa. Donc je vais intégrer l'ESCP là cette année. J'ai passé les concours tout récemment. Et donc j'ai rejoint Préparationnel pour redonner tout ce qu'on m'a apporté en classe prépa. Et moi j'aurai plusieurs rôles, donc je m'occuperai avec Dimitar de l'organisation de webinaires et de visioconférences, mais je serai prof aussi voilà, dans les matières où j'ai pu performer au concours, comme l'espagnol et la géopolitique. Et toi Dimitar, vas-y, je te laisse te présenter, on est deux aujourd'hui. Yes, t'oublies de dire que t'es bilingue en espagnol, donc ça peut réellement Ouais, aider les étudiants. ça peut aider à l'écrit comme à l'oral, ça peut aider. Donc moi aussi, je suis bilingue, mais pas avec la même langue, pas avec l'espagnol, avec le bulgare. Du coup, c'est ma langue maternelle. Je suis franco-bulgare, donc je suis en M2 dernière année à l'ESCP aussi. Et du coup, bah, on était ensemble en prépa. Et mon expérience en tant que prof particulier, en tant que colleur et aussi en tant que prof à l'université va peser aussi parce que j'ai fait plus de 1000 heures de cours particuliers, etc. Donc vraiment, ça me tient à cœur de vous transmettre tous ces conseils que j'ai pu voir déjà lors de mon parcours et aussi tout ce que j'ai pu transmettre déjà. Et voilà, ça me tient à cœur de continuer ça. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé Préparationnel et aussi que on fait ce live aujourd'hui. Préparationnel qui est incubé par l'incubateur de l'ESCP. Et voilà. Donc aujourd'hui, notre mission avec Préparationnel, c'est vous aider à intégrer l'école de vos rêves, donc l'ENSAE, le top 3, le top 5, HEC, peu importe vos objectifs, notre but, c'est vous y emmener, que ce soit vraiment avec des accompagnements poussés ou même par des trucs gratuits comme ce live. C'est vraiment tout ça, les objectifs de préparationnel. Donc, ça passe par des méthodes éprouvées, testées par nous-mêmes, par ce qu'on a acquis et aussi par ce qu'on a testé et transmis avec nos étudiants. Mais aussi, il y a l'aspect IA qui est très présent sur le site. N'hésitez pas à tester, il y a plein de choses que je suis en train de développer. J'ai hâte de vous partager tout ça. Ça va venir très prochainement. N'hésitez pas à regarder le site préparationnel. Il y a du lourd, surtout qui arrive. Et enfin, le dernier volet de préparationnel, c'est aussi démocratiser l'accès aux meilleures écoles de commerce, que ce soit le top 3, le top 5. Et en fait, pour faire en sorte que tout le monde soit au courant de ces opportunités. Vous avez de la chance d'être en prépa, même si peut-être vous croyez vous voyez que c'est dur en fait, mais c'est une chance de pouvoir être là. Et nous, notre objectif, c'est aussi de faire en sorte que ce soit avec TikTok ou Instagram, avec tous ces contenus, que le plus large éventail de personnes puissent être concernées. Je travaille aussi avec l'incubateur, enfin pardon, oui, avec l'incubateur, mais aussi avec le programme Chance Augmentée de l'ESCP, avec la Maison des Jeunes Talents aussi. Je pense qu'il y a des étudiants parmi nous qui viennent de là aussi. Donc, c'est très cool. Voilà. Donc, Léon, je te laisse continuer avec le plan du webinaire. Ouais, on va faire ça en trois étapes aujourd'hui. On va d'abord faire un petit retour d'expérience sur comment s'est passé notre classe prépa, sur la rentrée en première année, mais surtout en deuxième année. Comment on a pu adapter nos méthodes pour vraiment performer jusqu'au concours. Et c'est pour ça qu'après, on va le décliner en 10 conseils qui sont très importants pour en fait réussir cette deuxième année, être rapidement dans le rythme et avoir un rythme de croisière pour performer, avoir un équilibre, un espèce de profil équilibré qui permettra d'atteindre les meilleures écoles. Et après, on le déclinera dans des stratégies matière par matière. On parlera sur nos matières fortes, sur nos points faibles et comment on a su combler nos lacunes pour intégrer le SCP. Exactement. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier point, c'est vraiment ton parcours en prépa. Donc, au début, comment ça s'est passé? Ensuite, comment tu as su trouver les bonnes techniques, les bonnes méthodes pour être efficace? Et enfin, ton résultat obtenu. Comment ça s'est passé pour toi, Léandre? C'était difficile. Je vais revenir sur les rentrées que j'ai pu faire en prépa, en première, en deuxième année. En première année, moi, je m'y attendais pas forcément. Je m'étais un petit peu préparé à une augmentation et une exigence plus importante. Je m'étais mis à découvrir la géopo, matière que j'avais jamais vraiment faite. Et aussi, j'avais une facilité à l'oral en espagnol, ce qui faisait que bon, je me sentais plus ou moins prêt, en réalité. Je pensais que je pouvais tirer mon épingle du jeu. Et en réalité, bon, c'était tout autre. J'ai commencé directement à prendre des sales notes. En géopolitique, j'avais pris 5. En culture générale, j'avais pris 4. En maths, j'avais pris 7. En espagnol, même en espagnol, je pensais être bon, j'avais pris 4 aussi. Ça, c'était Et pour ma comment ça rentrée se de fait à première ton année, mais avis? même en deuxième année. Pardon? Comment ça se fait, par exemple, pour l'espagnol que tu pris 4? Comment tu t'expliques ça?
Bah, comment ça se fait? Je dirais que j'ai trop facilement associé oral et écrit. Alors qu'on le verra un peu plus tard, j'aurai l'occasion d'en reparler. C'est deux disciplines vraiment, vraiment différentes, où c'est pas les mêmes automatismes, mais c'est pas non plus les mêmes rigueurs à ce niveau-là. C'est vraiment, je pense, deux camps à vraiment opposer sans vraiment faire de lien entre les performances écrites et les performances orales de manière générale. Donc voilà, mais même en deuxième année où je pensais avoir fait un bon travail d'été, j'étais revenu, j'avais pris quelques surprises en mauvaise note, notamment en mathématiques où j'avais un certain retard que je devais combler. Et même là, les notes étaient pas à ma convenance. Donc même si le début sera difficile pour vous, ne lâchez rien, on fera des stratégies, voilà, on fera des retours sur certaines méthodes efficaces. Peut-être Dimitar, toi, tu peux nous raconter comment ça s'est passé, toi, tes rentrées au fur et à mesure. Ouais, ouais. Ce que tu oublies, c'est qu'ensuite, bah, t'as aussi quand même réussi à te motiver, à trouver les méthodes efficaces et pour pouvoir. Ah bien sûr, mais ça on y reviendra évidemment parce que on Yes. verra que c'est clé. Il y a eu notamment moi en espagnol où bah, j'avais une petite revanche à prendre, où l'idée c'était vraiment, on y reviendra, séparer les trois exercices qu'on a. On fait pas une synthèse comme on fait un essai argumentatif ou comme on fait une traduction. Il y a un travail précis à faire dessus, une méthodologie efficace à adapter, vraiment faire un focus sur chaque matière et dresser une méthodologie type de travail. Et moi, c'est vraiment ça, avec un rythme de vie sain, on y reviendra, ce qui m'a permis d'intégrer bah, le SC. Let's go, très bien. Bah, je vais continuer avec mon parcours. Déjà, bah, le début, c'est un peu la même chose avec une claque reçue avec les premières notes. Enfin, j'étais un très bon lycée, un très bon élève au lycée, mention très bien au bac. Le Cambridge Advanced English, pareil que toi, j'ai une grosse aisance en anglais, mais pas du tout retranscrite en prépa avec un 5 pour commencer, parce que je connaissais pas les attentes des concours. J'avais jamais fait de thème, j'avais jamais fait vraiment des essais, donc j'étais très fort en langue, mais en fait, c'est pas du tout équivalent à être bon en prépa. Donc c'est ça le truc le plus important, c'est comprendre que déjà, si vous êtes pas bon en langue, ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir de très bonnes notes, et l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Puis in fine, j'ai réussi à progresser et vraiment à obtenir plus de 16 en langue dans les deux matières, en anglais et en allemand, mais c'était vraiment en comprenant les bonnes méthodes. C'est pas grâce à mon niveau, si à l'oral forcément c'est retranscrit, mais à l'écrit il faut comprendre ce que c'est vraiment l'essai, c'est quoi les enjeux, qu'il faut présenter son opinion, etc. Comment s'entraîner au thème, bah, c'est en faisant des phrases de thème. Là, je donne un petit exemple pour l'anglais, mais voilà, c'est pour toutes les matières comme ça. Et ensuite, bien entendu, un déclic où j'ai trouvé ce qui était efficace. Donc la bonne méthodologie, que ce soit pour l'anglais, que ce soit pour la géopolitique, pour les maths, ce qui m'a permis d'atteindre le SCP avec plus de 16 dans toutes les matières, que ce soit en géopo, en culture générale, en maths, encore plus. Bon, j'ai pas eu HEC, même si c'était mon objectif, parce que j'ai eu 5 en synthèse de texte. Donc voilà, c'est un peu les aléas des concours, il faut s'y faire, mais je suis très très content d'avoir eu le top 3 et le SCP, c'est génial. Bon, voilà, n'hésitez pas à nous poser tout au long du live si vous avez des questions sur ce qu'on dit, voilà, ça c'était la première partie. Si vous Donc avez des questions, des craintes aussi sur votre entrée, si vous pensez avoir quelques petits doutes sur votre préparation, nous on sera là pour combler tout ça ici maintenant, ou à la fin du live, on vous écoutera attentivement. ouais. Sachez que vous avez fait le gros du chemin, hein. Franchement, la première année, c'est la plus longue. Vous avez fait la plupart des chapitres en maths, etc. Donc, Hmm. la deuxième année, c'est moins de cours. Et du coup, vous allez avoir plus de temps pour faire des sujets. Et on va y revenir sur l'importance de est-ce qu'il faut faire plein de sujets? Est-ce qu'il faut faire plein d'exercices classiques? Peut-être que vous avez déjà mon opinion. On va creuser tout ça. Et surtout, si vous avez d'autres interrogations sur la deuxième année, des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder, on va essayer de vous répondre au plus dans le chat. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et c'est parti pour la partie suivante. Donc les 10 erreurs cruciales à ne pas commettre pour réussir votre prépa, votre rentrée en deuxième année. Donc oubliez sa vie personnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là, Léandre? Bah, on entend que la prépa c'est important, que ça va être le gros du boulot parce que vous allez être en deuxième année et que vous allez faire beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'informations qui vont se rajouter. On aura du temps de faire beaucoup de choses, mais l'année aussi passera vite jusqu'au concours. Et au fur et à mesure que l'échéance, donc les concours approcheront, bah, il y aura un peu de stress qui se rajoutera et ce sera légitime. Et donc l'idée, face à ce stress qui sera de plus en plus grand, bah, et c'est même, je pense, le plus important de tous les conseils, c'est pour ça qu'on l'a mis en numéro un, c'est de pas négliger le hors académique. C'est de pas négliger ce qui vous fait vibrer en dehors de la prépa. Moi, à titre personnel, je sais que c'était le sport. Toi, Dimitar, c'était quoi ton passe-temps?
Moi, en prépa, j'ai peut-être eu un peu trop tendance à négliger ma vie personnelle. C'était le sport avant, mais en prépa, peut-être c'était vraiment les matières. J'aimais trop travailler les différentes matières, donc je m'épanouissais un peu là-dedans, même si peut-être, voilà, j'étais quand même au contact de ma famille, etc. Ah bah ça, ouais, ça aussi, c'est très, très, très important. Si vous avez une prépa loin de chez vous, n'hésitez pas à souvent prendre contact avec votre famille, ceux qui vous soutiennent. Moi, je sais que c'était très, 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 très important dans les moments difficiles comme la période décembre, février, où il fait froid, où on n'est pas forcément dans le bain. Il faut une source de motivation supplémentaire. Moi, c'était ma famille, c'était aussi le sport. J'hésitais pas à y aller 2, 3 fois par semaine pour me couper, vraiment prendre le temps d'avoir une vie à côté pour après me remettre encore plus à fond et avec encore plus d'abnégation dans mon travail. Ça s'est traduit tout au long de l'année, mais aussi pendant la période de révision, dont on peut parler si vous voulez, où là, je faisais du sport tous les jours. Le matin, j'allais courir à 7 heures du matin et le soir, j'essayais de faire des étirements et un peu de méditation aussi. C'est ça qui m'a permis d'intégrer le SCP, c'était le plus important, je pense. Toi, Dimitar, si tu avais peut-être une routine malgré tout. Ouais, bien sûr, il y avait une routine bien rodée. D'ailleurs, beaucoup la connaissent déjà grâce aux réseaux sociaux, notamment le fait que je me levais tôt. Donc, la routine commençait à 5h30, etc. Donc, je vous conseille pas du tout de faire ça. C'est pas du tout obligatoire. C'est pas ce qui peut faire la réussite de l'étudiant. C'est vraiment s'écouter, voir ce qui est bon pour vous. Moi, j'aimais vraiment être organisé. J'aimais pas travailler le soir. Donc, je pense que en partie, ma réussite est due euh, à une très bonne routine et avec le fait que j'ai su à la fin concilier un peu le fait de voir mes amis, ma famille et aussi quand même être en prépa, même si au début j'avais fait l'erreur de vraiment me couper de tout, ce qui n'est pas du tout une bonne chose parce que je pensais que justement m'améliorer ça passait par travailler plus, encore plus jusqu'à l'extrême. Mais en fait, je sais pas s'il y en a qui sont dans ce cas, c'est jamais bon si vous vous sentez tout le temps fatigué, etc. Et peut-être en deuxième année, on le ressent plus, mais c'est là où moi j'ai su justement être beaucoup plus efficace et diminuer l'intensité, enfin, augmenter l'intensité et diminuer le temps légèrement pour être encore plus efficace. Hmm. Ça passe Moi, aussi. j'avais fait cette erreur, hein. Moi, j'avais fait cette erreur aussi. Ok. Où Ouais. effectivement, je voulais trop travailler. Et au final, ce qui faisait que j'étais encore plus lent. Je prenais moins le temps de réfléchir et que j'étais tellement à fond tout le temps que le travail était peu productif. Et ça a traduit, j'ai totalement arrêté de fonctionner. Mon cerveau s'est mis stop pendant une semaine. En deuxième année où le temps passe assez vite. Donc c'est vraiment, je pense, le plus important d'avoir un équilibre, de trouver ce qui vous fait plaisir et de vraiment vous construire un emploi du temps qui permette d'être efficace, toujours en ayant une vie personnelle à côté et des passe-temps. Et c'est pour ça que ça passe par avoir des objectifs clairs. Peut-être, Dimitar, tu peux détailler ces objectifs-là, académiques, mais aussi hors académique. Oui, oui, absolument. Dites-nous si vous avez l'impression de trop travailler dans le chat ou ça va, ou vous arrivez vraiment à être efficace dans chaque moment. C'est important de prendre conscience aussi de ce genre de choses. Sinon, concernant les objectifs, se fixer des objectifs, c'est crucial dans le sens où déjà un objectif long terme qui vous motive, une école. Ça peut être autre chose aussi, mais une source de motivation, par exemple, intégrer une école de commerce, pouvoir faire la fête, peu importe, ça peut être n'importe quoi, des opportunités qu'il y a derrière, je sais pas, faire de la finance, faire un métier que vous aimez, de l'entrepreneuriat, qui sait. Donc voilà, il y a plein d'objectifs possibles. Essayez d'avoir un objectif long terme qui vous drive, qui vous pousse à agir et à travailler tout le temps, sinon c'est difficile. Bien sûr, il y a l'intérêt pour les matières, mais voilà, il faut avoir un objectif qui nous motive. Mais ça passe pas que par cet objectif, la réussite, ça passe aussi avec une routine vraiment millimétrée et donc avec des objectifs SMART. Donc on va détailler ça. Donc déjà, un objectif, il doit être spécifique. On peut pas se dire, mon objectif, c'est d'avoir HEC, dans le sens où c'est vraiment un objectif précis. Il faut que ça soit appliqué à une matière. Donc par exemple aux maths, spécifique, mesurable. Par exemple, ça peut pas être, j'ai envie d'être meilleur en maths. C'est pas mesurable. En fait, ça va être retranscrit par une progression au niveau d'une note. Par exemple, passer de 8 à 12 en maths. Il faut que ça soit réaliste. Vous n'allez pas vous dire, en 3 semaines, du coup temporel, je vais progresser de 10 points en maths. Donc voilà, ça c'est vraiment tous les enjeux autour d'un bon objectif. Et aussi, il faut avoir les moyens de l'atteindre donc pour qu'il soit voilà, atteignable. Donc ça, c'est très important de vous demander, est-ce que vous avez des objectifs en prépa et est-ce qu'ils vérifient tous ces critères? Et ça peut être au quotidien.
Est-ce que je dois faire 10 phrases de je dois faire 10 phrases de thème grammatical? Ça, c'est mesurable, c'est spécifique à une matière en question, etc. Donc, c'est vraiment la meilleure chose pour progresser, et pour suivre vos progrès véritablement. Donc, voilà pour ces objectifs. Et on va passer à la suite, peut-être directement, avec la méthodologie, un autre pilier euh, très important. Ouais, ouais, non, c'est super important. Et c'est surtout relié au fait de se fixer des objectifs, pardon. Bah, parce que simplement, si on n'a pas de méthodologie, on peut pas se fixer de bons objectifs. C'est pour ça que moi, je recommande d'avoir une méthodologie hyper claire dans toutes les matières, parce qu'on peut en fait connaître son cours, on peut avoir fait 10 000 exos de maths. Si on n'analyse pas ce qu'on fait et qu'on connaît pas les attendus de chaque épreuve, ça sert à rien, on peut tout à fait se planter. C'est pour ça qu'il faut avoir une méthodologie en béton. Moi, j'aimais beaucoup m'organiser, on me reprochait parfois même d'être trop organisé. Mais bon, moi j'ai quand même fini à l'ESCP, donc je suis assez content moi de ce que j'ai pu faire vis-à-vis de la méthode. Et je dirais que moi de la méthode perso, tu me diras Dimitar ce que tu en penses, mais j'avais deux manières de voir la méthodologie. Déjà, il y avait la méthodologie de travail. Je voulais vraiment savoir comment on travaillait toutes ces matières et je dirais que c'est en fonction des attendus de chaque matière. Par exemple, en géopo, vu que l'épreuve a changé, qu'il y aura plus de cartes, et ben, il y aura un croquis. Peut-être ce sera bon de faire un croquis dans les dissertations. Donc moi, j'hésitais pas à passer un peu de mon temps dans la semaine à faire un atelier croquis où je cherchais, je pouvais apprendre, je pouvais reproduire ou je pouvais simplifier des croquis que je voyais dans des manuels pour avoir en fait un croquis assez précis sur beaucoup de zones géographiques et sur beaucoup de sujets. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne méthodologie de travail en géopolitique, mais aussi dans d'autres matières, on le fera tout à l'heure. Il faut avoir une méthodologie de travail, mais il faut aussi avoir une méthodologie en épreuve. Faut pas oublier qu'on va faire passer des messages aux correcteurs. Faut avoir conscience que les correcteurs, ce sera pas comme nos professeurs durant l'année, bah, eux, ils ont pas le temps. Ils vont avoir 200-300 copies, donc il faut leur faciliter. Bon, 200-300 copies, j'exagère peut-être, mais au moins 150, et donc il faut leur Ouais, faciliter c'est la ça, tâche. c'est 120 copies Euh, par correcteur, par exemple, à l'ESSEC en géopo, donc c'est énorme, en peu de temps, en 3 semaines même pas. ouais, ok. Ok, ok. Donc, ouais, il faut vraiment leur faciliter la tâche un maximum. Il faut leur montrer qu'on a compris. Moi, par exemple, ce que j'hésitais pas à faire en CG ou en géopo, c'est les mots un petit peu techniques, un petit peu compliqués, qui permettaient de faire passer un message au correcteur. J'hésitais pas à les espacer un petit peu de mes autres mots pour que quand ils feraient une lecture en diagonale, ils comprennent tout. Ils voient les mots qui ressortent tout de suite et qu'ils se disent, OK, cet étudiant, il a compris. On peut passer à autre chose, à une autre dissertation, une autre partie de la dissertation. Et aussi tout ce travail avec des connecteurs logiques, en langue notamment. Et donc moi, c'est vraiment cette méthodologie claire qui m'a permis d'avoir de bons objectifs, des objectifs SMART, et qui m'a permis, voilà, franchement, d'intégrer l'école que je voulais. Donc là-dessus, c'était important. Vous pouvez tester peut-être cette méthodologie en DS, notamment. Peut-être Dimitar, tu veux peut-être insister un peu plus là-dessus, sur l'importance des DS. Ouais, sur l'importance des DS, c'est justement peut-être la moindre importance des DS que l'on le pense, en tout cas pour certains. Faut pas oublier que l'objectif, c'est toujours les concours. Les DS, c'est un entraînement. Donc l'école, les DS, c'est pas votre objectif final, ça sera jamais votre objectif final. C'est juste une étape, un objectif SMART si on veut, de progression, mais pas la finalité. Si vous avez 15 au dernier DS, ça veut pas dire, enfin c'est un très bon signe, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez réussir vos concours. Et si vous avez 18 au prochain, ça ne veut pas dire que vous allez avoir 18 au concours. Donc, toujours, l'objectif, c'est la finalité, c'est les concours. Donc, même s'il faut surtout pas déséquilibrer votre rythme de travail, mais bon, ça, c'est souvent des erreurs qu'on fait au début de la prépa. J'espère que vous ne les faites plus. Par exemple, si vous avez une colle, de travailler toute la semaine pour la colle, de travailler toute la semaine pour le DS du samedi. Donc, vraiment, c'est quelque chose que vous devez arrêter de faire en deuxième année pour vous concentrer sur l'équilibre qu'il y a entre les matières et vous focaliser sur les concours. Et si vous n'avez pas d'équilibre, bah, vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs in fine pour les concours. Donc voilà, c'est ça en fait l'enjeu de travailler les DS sous forme d'entraînement, sous forme de mise en situation et pas comme finalité. Let's go. Donc, on continue avec le cinquième conseil qui est lié au DS, etc. C'est au niveau de se démotiver face aux échecs, etc. Qu'est-ce que tu en Hmm. penses? Bah, c'est crucial de pas se démotiver. Ça va tout à fait en lien avec le fait que le DS, il faut le traverser, il faut pas le voir ça comme une échéance, l'ultime échéance, c'est pas vrai.
Les concours, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, Dimitar, c'est toute une autre réalité. C'est pas parce que le majorant a majoré toute l'année justement que bon, bah, au concours il sera performant. C'est une autre réalité, ça va dépendre de plein de facteurs. S'il est en forme, s'il est confiant, si le sujet le déroute pas trop. Donc croyez-moi, tous ces DS et tous ces classements et toutes ces notes, le jour du concours, il faut totalement les oublier, passer totalement outre, parce que c'est une autre réalité, et c'est vraiment le moment où vous pouvez et devez faire vos preuves. C'est pour ça que pendant l'année, face aux différentes petites notes que vous aurez, il faut pas se démotiver. Franchement, même en deuxième année où on se rapproche du concours, vous allez voir que c'est important de ne pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que c'est juste l'analyse de votre performance à l'instant T. C'est absolument pas le reflet de tout votre travail. Croyez-moi, des fois, les progrès, ils mettent longtemps à arriver, surtout dans les matières un petit peu techniques comme la CG ou peut-être un peu plus la géopo. Mais c'est pour ça que, de toute façon, à l'arrivée d'une mauvaise note, euh, il faut pas se décourager, au contraire même. Chaque difficulté, je dirais qu'elle doit être analysée et un peu transformée et se dresser une méthode et devenir un plan d'action concret en fait. C'est vraiment vos copies, ce sera vraiment des mines d'or pour apprendre de ces erreurs. Il faut pas se dire que c'est une finalité, vraiment pas, parce que c'est une opportunité incroyable pour progresser. En réalité, vous devez prendre conscience de toutes les petites annotations que vous voyez par vos professeurs et vraiment les noter pour en fait après progresser, faire un produit de plus en plus à la convenance de votre professeur, mais aussi des attendus du concours. De toute façon, moi je dirais que dans tous les cas, bah, vous serez gagnant. Soit vous aurez une mauvaise note et ce sera, je dirais, une preuve qu'il faut continuer à travailler, peut-être redoubler d'efforts si vous sentez que vous n'êtes pas trop confiant vis-à-vis d'une matière. Et même si vous avez une bonne note, en réalité, bah bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre méthode, elle marche, que les progrès, ils sont en train d'arriver, et que cette note, dans tous les cas, doit vous inviter à encore continuer à travailler pour vraiment essayer d'atteindre les notes maximales et de continuer à bosser. C'est super important. Et ça passe aussi par voilà, gérer son équilibre entre les matières, essayer d'avoir des profils complets. Moi, à titre personnel, Dimitar, j'avais un profil complet. Je sais pas, toi, comment tu qualifierais ton profil? Bah, in fine, très complet, puisque ouais, c'est vraiment cet équilibre dans toutes les matières qui m'a permis d'atteindre le SCP, mais c'était pas le cas initialement. Initialement, j'avais un très gros point fort en maths que j'ai ensuite bah, gardé tout au long de ma prépa. J'ai obtenu 17 en maths parisienne, 18,5 en maths EM et DEC. Donc, très gros point fort en maths et des notes très homogènes à 16, 16,5 dans les autres matières. Vraiment constantes, très hautes. Et du coup, bah, voilà, à part la synthèse de texte, c'était un point faible un peu inattendu, mais normalement, voilà, c'était aussi un profil très homogène. Mais ouais, Ah, donc c'est vraiment important. C'est vraiment important d'avoir ces profils-là pour prétendre aux meilleures écoles, je pense. Parce que s'il y a un trou dans la raquette dans une matière, que ce soit peu ou pas coefficienté, c'est dommage. Ce serait dommage. Ça veut dire qu'il faudrait avoir d'excellentes notes dans d'autres matières et c'est toujours une balance compliquée à trouver. c'est toujours très dur d'avoir une très très bonne note dans une matière. Donc le 20, le 19, le 18 sont des notes quasiment inaccessibles entre guillemets. Et bien sûr, si vous êtes très bon, vous allez les avoir. Mais c'est très facile d'avoir 14 partout plutôt que d'avoir des 18, des 19 dans certaines matières. Donc visez vraiment ça, un équilibre entre les matières. Et ça va être beaucoup plus facile pour vous d'obtenir les toutes meilleures écoles. Et encore une fois, en école parisienne, il y a souvent ce genre de profil très équilibré avec des bonnes notes partout. Bon, peut-être avec un accident qui peut arriver, comme pour ma part avec la synthèse de texte, mais dans le cas général, oui. Sinon, il y a des questions très intéressantes là-dessus. Donc, Mathéo, comment bien analyser tous les attendus, décortiquer plein de sujets et voir ce qui revient? Ça, c'est une méthode, certes, analyser les copies, mais je pense que lire les rapports du jury, lire les méthodologies de manière générale, déjà tout ce qu'on a sur préparationnel, il y a plein de ressources qui justement résument tout ça, toutes ces attentes, donc matière par matière. N'hésitez pas à regarder, ça peut être un- une bonne information sur ces attentes, sur ce qu'il faut faire aussi euh, pendant les différentes épreuves. Et n'hésite pas, si tu veux qu'on en rediscute, on peut, si tu veux, même je peux t'envoyer un lien si tu as envie qu'on en discute plus en détail, parce que peut-être c'est difficile de répondre à toutes les questions. Donc, si tu as envie qu'on approfondisse ce point ensemble, et voir ton cas personnel, je t'envoie un petit lien. Du coup, Nesrine, comment peut-on projeter notre niveau au concours si on a des notes, si nos notes ouais, pendant l'année ne reflètent pas vraiment Mm. ce niveau? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Léandre? Bah, c'est toujours compliqué de se positionner. Je dirais que
c'est pas les notes qui sont interprétées vraiment de manière stricte, mais je dirais que c'est plutôt un état d'esprit. Dans la mesure où, bon, bah, la mauvaise note, franchement, moi, j'ai pas envie qu'elle reflète mon niveau au concours. Parce que c'est pas vrai, parce que je sais que je vais redoubler d'efforts pour tout faire pour combler ce trou dans la raquette et performer le jour J. Moi, je l'avais fait notamment dans des matières qui étaient un petit peu plus faibles, comme les mathématiques ou l'anglais, où là-dessus, j'avais fait un travail de fond pendant les dernières semaines, mais aussi les semaines de révision pour performer. Et après, de ce point de vue-là, les bonnes notes, ça reste des bonnes notes au concours. Généralement, j'ai pas fait fausse route entre les bonnes notes que j'ai pu avoir pendant l'année en espagnol ou en géopo et la réalité du concours. Donc en réalité, je pense qu'il faut quand même faire confiance aux professeurs de ce point de vue-là. De toute façon, moi je dirais que la bonne note, de manière générale, on a des profs qui sachent bien nous noter, qui savent bien nous noter. Ce sera jamais un braquage, ce sera jamais un vol, croyez-moi. Si une copie est jugée bonne, je pense qu'elle le sera pour la plupart des correcteurs. En revanche, si une copie est mauvaise, bah, ça peut être un accident. Ça peut être, on n'était pas en forme le jour J, on a un sujet qui nous déstabilise. Et en réalité, c'est normal. C'est impossible d'être excellent sur tous les sujets. Mais c'est à partir de là qu'on peut se faire un diagnostic et se dire, OK, ce sujet, il faut que je le travaille un peu plus, cette matière, il faut que je la travaille un peu plus, et après avoir un profil équilibré. C'est vraiment, je pense, le but à rechercher. Donc je dirais, Nesrine, c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Et peut-être pour répondre un peu plus dans le détail sur le fait comment se positionner quand même, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on est en train d'atteindre nos objectifs, ça peut être intéressant de voir déjà où vous vous situez par rapport à votre prépa, où est-ce que bah, les étudiants de votre prépa vont généralement, et donc regarder par rapport à ça votre classement. C'est même pas les notes tellement qui comptent, c'est plutôt votre classement, votre position relative aux autres. C'est tout le temps une comparaison aux autres. La prépa, c'est le 18, il veut rien dire si tout le monde a 18. Faut créer de l'écart type vis-à-vis des autres candidats. C'est ça qui va vous différencier. Donc, en soi, il n'y a pas trop à chercher à se comparer aux autres pour être meilleur ou quoi. Mais ça peut être justement un bon moyen de savoir où vous en êtes vis-à-vis des autres. Ok. Donc, si on continue, du coup, mal gérer l'équilibre des matières, on en avait un peu parlé, c'est beaucoup plus facile d'avoir un profil homogène. Et voilà, donc ça, on en avait déjà parlé, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, merci Louis, j'ai vu que tu avais réservé un créneau. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières qui vous concernent. On peut prendre. On peut prendre le temps de le faire, même si vous n'avez pas posé de questions dans le chat. Certains peut-être n'en poseront pas parce qu'ils sont timides. N'hésitez pas, on le fait souvent, des petits appels comme ça de 30 minutes pour voir justement où vous en êtes, comment ça se passe pour vous, si vous avez des questions particulières. Je vous ai proposé des créneaux du coup demain et, euh, et après-demain, donc n'hésitez pas à les prendre si vous avez des questions particulières. On en reviendra juste après. Donc on continue la suite pour ne pas trop être en retard. L'objectif que tout tienne en 1 heure. Donc le point 7, Léandre, ne pas apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce qu'on entend par là? Bah, ne pas apprendre de ses erreurs, c'est dommage, parce que c'est vraiment, je pense, le plus important pour progresser. Non, vraiment, sachez que je l'ai dit et je le redis, c'est une expression que moi, que mes profs employaient beaucoup et que j'emploie beaucoup maintenant. Chaque DS, chaque call, croyez-moi, c'est une opportunité incroyable pour progresser. Même si la note est mauvaise, prenez le temps de regarder vos copies, prenez le temps de regarder les annotations de vos profs, même si franchement c'est 2, 3, c'est pas grave. Plus la note est mauvaise, je dirais, plus c'est une opportunité pour progresser sur un sujet, sur une matière et voir ce qui va pas. Parce qu'en réalité, c'est des erreurs en fait que vous serez déjà amené à ne plus refaire. Et surtout, vous êtes amené aussi à avoir des chapitres qui se croisent dans certaines matières littéraires ou en maths notamment. Donc une erreur, en réalité, elle recouvre pas un seul domaine, mais tout un tas de domaines qui vous permettraient de voilà, progresser d'une manière beaucoup plus importante que l'on peut croire. Et à partir de ça, bah, performer de plus en plus loin et de plus en plus vite. Après, on peut mettre en place face à ça des petites méthodes. Je sais pas si toi, Dimitar, tu avais des méthodes face à ça. Comment tu as appris de tes erreurs, toi? Toujours, moi, ce que je regardais avant la note, c'était les erreurs que j'avais faites. Bon, j'essaie, en tout cas, c'était pas toujours facile de le faire. J'abuse un peu. Mais ouais, les erreurs, c'est très important. Même si vous avez une mauvaise note. Au début, ça m'affectait dès que j'avais des mauvaises notes. Et ensuite, je le prenais de moins en moins personnellement parce que justement, je regardais
des fois, au début de ma prépa, je me disais, j'ai une mauvaise note, vas-y, la copie, je la regarde plus, on oublie ça. Alors que c'est pas du tout le bon réflexe à prendre. Il faut vraiment décortiquer point par point tout ce qui vous a posé problème, le noter dans un carnet. J'avais vraiment un petit carnet d'erreurs ou même dans les autres matières. Là, enfin, là, je me projetais un peu dans les maths avec les points de rédaction, avec, je sais pas, quand j'oubliais certains quantificateurs, certaines implications, etc. Des erreurs classiques sur des points en particulier. Je sais pas, ne pas oublier de justifier le support avant de traiter une variable aléatoire, par exemple, des trucs un peu bêtes, mais qu'on oublie parfois. Des points de rédaction, ne pas justifier que les variables sont indépendantes, par exemple, etc. Donc, vraiment des petits trucs comme ça. Et sinon, c'est aussi quelque chose qui est applicable pour l'anglais, avec des erreurs d'orthographe, avec des erreurs de conjugaison de temps, etc., que l'on peut refaire de manière, faire et refaire. Parce que souvent, on a tendance à utiliser un peu les mêmes mots en essai. Je sais pas si vous l'avez constaté déjà, mais normalement, on peut restreindre un peu le champ lexical qu'on utilise parce qu'il y a des tournures très pratiques Mm. pour exprimer certaines choses, comparer les documents dans la synthèse, exprimer son avis. Et il y a plein de structures qui reviennent souvent. Donc là, il faut les connaître absolument parce que c'est quasiment sûr que vous allez les utiliser. Donc voilà, et pour les outils pour faire ça, c'est Anki, c'est Quizlet, c'est le carnet d'erreurs. Et il y a plein de supports possibles. À vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Mais on parlait de routine tout à l'heure et justement, j'avais ça avant mes DS. C'était pas de travailler la veille 10 heures la matière en question. Limite, j'essayais la veille de passer le moins de temps possible. Tel un sportif qui prépare une compétition, il travaille pas la veille, il va pas faire le plus gros entraînement juste avant. Donc, vous vous reposez, vous essayez d'assembler toutes vos idées et juste vous vous échauffez un peu avec votre carnet d'erreurs et tout le soir, juste avant l'épreuve, par exemple. Et voilà, on rejoint le point suivant, ne pas travailler efficacement. Une autre erreur à surtout pas commettre, ça passe par la quantité de travail, on en a un peu parlé. Et ce qui est bien, c'est de s'organiser par bloc. Vous dire, là, on va travailler 30 minutes, je sais pas, une langue, enfin, l'une des deux langues. Ensuite, on va faire 2 heures de maths et vraiment vous fixer des objectifs concrets pour être le plus efficace, pour regarder si vous avez atteint votre objectif, si vous avez réussi à être vraiment en adéquation par rapport à ce que vous êtes fixé, par rapport à votre objectif final. Par exemple, si vous faites un sujet de maths parisienne, est-ce que j'ai réussi à atteindre, je ne sais pas, 40% qui va me permettre d'avoir 16 ou plus en fonction de vos objectifs? C'est des choses qu'on peut regarder, surtout à la fin de la prépa, ça peut être intéressant, mais si vous avez déjà un très bon niveau, si vous visez déjà HEC, il y a des sujets de maths 1, maths 2 qui peuvent être déjà faisables. Donc, n'hésitez pas à nous dire, on peut en discuter aussi dans une petite conversation privée, 30 minutes, c'est pour vous aider et vous guider vis-à-vis de vos questions. Voilà pour ce point. Et sinon, pour la suite, éviter de s'éparpiller, c'est clé, c'est ne pas faire toutes les matières en même temps. Mais ça passe par le travail par bloc, les objectifs précis. Donc, ne pas adopter les bons réflexes dès le début. Qu'est-ce que tu entends par là, Léandre, vis-à-vis du fait que... ouais. Ouais, non, c'est important, c'est vraiment important. Faut adopter les bons réflexes. Je pense que c'est un travail que vous avez pu faire en première année notamment, mais c'est absolument à poursuivre en deuxième année. Ça fait écho au point d'avant, dans la mesure où, bon, adopter les bons réflexes, ça passe aussi par un travail efficace. C'est pour ça que, comme Dimitar a dit, il faut absolument pas vous éparpiller. Vous aurez peut-être envie de faire beaucoup de choses en même temps, dans la mesure où vous aurez beaucoup d'informations à traiter, beaucoup d'informations à ficher aussi dans les matières littéraires. Mais à côté de ça, vous vous rendrez compte qu'il faudra faire des langues aussi, parce que c'est soit un point faible, soit quelque chose à pas négliger. Et par-dessus de ça, il faudra faire beaucoup de maths aussi, parce que c'est tout l'enjeu. Faut pas oublier que la prépa, ça se gagne avec les maths, mais ça se perd aussi un peu avec les langues. C'est pour ça que je dirais que ça fait écho au point d'avant d'abord. Pour travailler efficacement, je dirais que c'est toujours important de débriefer tout le travail technique qu'on a pu faire dans une matière. Si vous avez fait une première partie d'une maths 1, par exemple, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Qu'est-ce que ça m'a permis de revoir? Est-ce qu'il y a des points où je suis un petit peu plus fragile? Est-ce qu'il y a des points où, par exemple, j'ai bien performé, j'ai la rédaction maîtrisée? Et ça permettra de configurer tout votre travail par la suite. Ce point, je le connais bien. Je peux le mettre de côté un petit moment et me concentrer sur les choses sur lesquelles j'ai un peu plus de mal. Et ça passe, et c'est le point que je vais aborder maintenant. Il faut aborder des bons réflexes. Faut continuer, si c'est fait en première année, à les aborder. N'oubliez pas qu'il faut ficher efficacement. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de nouveaux chapitres en géopo notamment, vous allez avoir beaucoup d'informations. L'objectif, c'est vraiment traiter un maximum, avoir juste les données clés,
les auteurs et quelques phrases sur ce que veut dire l'auteur dans une copie. En ESH, ce serait la même chose, pour qu'en fait l'objectif, c'est revoir le minimum d'informations après chez vous, que ce soit le moins fatigant possible. Et puisqu'après, bah, j'imagine qu'on sait tous plus ou moins bien faire une phrase sujet-verbe complément. C'est pour ça que voilà qu'il faut ficher et vraiment traiter, passer au scanner un peu tout et vraiment prendre seulement l'essentiel. Mais ça aussi, ça passe par le faire maintenant, dans la foulée de votre cours ou juste un petit peu après, peut-être le lendemain, dans la mesure où si vous ne le faites pas dès la première semaine ou les premières semaines, vous allez accumuler beaucoup de retard. Et croyez-moi, le retard en deuxième année, j'en ai fait les frais en géopolitique, mais aussi en culture générale, ça fait pas bon ménage, dans la mesure où il va y avoir la pression qui va monter. Et c'est normal, parce que les concours vont approcher assez vite en réalité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment traiter l'information, je pense, dès qu'on la reçoit ou un petit peu après. Et surtout, j'en reviens au point, un des points fondamentaux de ce webinaire, c'est connaître toutes les méthodes, tous les attendus de chaque matière. Même en deuxième année, on peut, je pense, repasser un coup dessus, affiner sa méthode. Et par exemple, bah, sur le site préparationnel, vous avez des fiches matière par matière qui vous permettent de, voilà, de savoir tous les attendus et voir si votre méthode est en phase avec les attendus du concours. Et ça, vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi le faire à plusieurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dimitar, de ça? Absolument, la prépa, c'est pas une aventure solitaire. Moi, j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais toujours un partenaire de travail en prépa et c'était très efficace. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une vidéo justement comment travailler de manière efficace. On en parle avec Shona qui est à l'ESSEC. Donc, comment travailler de manière efficace, comment se pousser à plusieurs. Donc, ça peut être très très intéressant. Mais ça, on va pas trop s'éterniser. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Mais il y a plein de manières, soit avec un ami de prépa, avec votre trinôme de colle, etc. Bien sûr, quand vous travaillez, j'entends pas faire les maths à deux. J'entends chacun de son côté, avec sa copie, avec ses exercices, et ensuite, potentiellement, 5 minutes où vous posez des questions mutuellement, si vous avez fait le même travail, si vous avez cherché les exercices du même TD, etc. Ça peut être très efficace, sachant que bah, vous avez peut-être un niveau similaire, des points forts, des points faibles différents et il y a une réelle émulation. On voit ce que l'autre réussit, ça nous motive à travailler encore plus, donc c'est vraiment bénéfique. Il y a ça, il y a cet aspect. Il y a aussi l'aspect, bien entendu, vous êtes dans un écosystème, il y a les autres, il y a le prof aussi, les différents profs. Moi, j'ai eu de la chance, j'espère que c'est votre cas aussi, d'avoir des profs quasiment tous investis. Peut-être pas tous, mais quasiment tous vraiment super. Franchement, ils sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à les solliciter au maximum, à rendre des essais. Moi, j'ai harcelé mon prof d'allemand avec plein d'essais. Chaque semaine, je lui rédigeais un truc, il me le corrigeait. Et ensuite, ça me permettait d'avoir une petite fiche de CV. N'hésitez pas à le faire. Bon, peut-être ils vont vous détester un moment, mais si vous en abusez pas trop, bah, ça va montrer que vous êtes motivé. Donc, franchement, c'est une très bonne chose de les solliciter. Et bien entendu, troisième point, ça peut être très important de se faire accompagner. Nous, avec les étudiants de préparationnel qu'on a accompagnés, on a eu des résultats remarquables en maths. Donc, c'est vraiment la matière qu'on proposait le plus avant. Mais là, justement, on va vous en dire un tout petit peu plus tard. Mais on propose toutes les matières avec justement des experts comme Léandre en géopolitique et en espagnol et plein d'autres personnes en fonction des matières. Romain en ESH, etc. Dans toutes les matières, vraiment, il y a un expert qui va pouvoir vous accompagner si jamais vous êtes intéressé. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est fait, c'est pensé pour que ça soit vraiment bénéfique pour vous. N'hésitez pas à nous dire si vous avez Alors, des il y questions. a plein de questions. Ouais, déjà, moi, je Euh, regardais ma boîte mail, il y a plein de personnes qui sont en train de réserver des appels, c'est très cool. J'ai juste regardé, il y a qui? Bah, merci Léane d'avoir pris l'appel. Merci Sacha aussi. Merci Louise. Donc déjà, plusieurs appels d'enregistrer, les créneaux commencent à partir, donc c'est vraiment cool. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'en prendre un. J'espère que c'est assez clair, peut-être on va vous détailler comment faire. Mais c'est vraiment l'objectif aussi de ce live, c'est de permettre de répondre à toutes vos questions. On va le faire, on n'aura pas le temps de le faire pour tous parce que on est déjà bien avancé en termes de temps. Peut-être très rapidement, Si Léandre, jamais si rester, des rester questions. jusqu'à la fin, on pourra Ouais, répondre à vos questions qui sont un peu spécifiques. J'essaie d'en prendre une. Il y a AL22 qui nous dit notamment comment on peut organiser son travail durant les 2 dernières semaines afin de maximiser les chances d'une bonne reprise. En fait, ça dépend de ton profil, tu vois. Là, je pense que ouais, c'est 2 semaines avant la rentrée, donc en vrai, peut-être maximiser un petit peu, toi, ce qui te pose problème.
les matières où il y a un peu de trou pour vraiment arriver assez préparé sur les matières qui te font un peu peur parce que ce seraient des éventuels points faibles. Mais là-dessus, évidemment, si jamais tu as des questions complémentaires, n'hésite pas vraiment à venir et réserver ton petit appel. On se fera un plaisir, nous, de ce point de vue-là, de te répondre. Et c'est pareil pour tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des demandes spécifiques sur des points faibles ou sur des attendus un petit peu plus techniques, nous, on est là totalement dispo pour vous répondre demain, après-demain. Ah, et le 22, ça dépend vraiment de toi pour l'organisation du travail d'ici les 2 semaines. Ça dépend de tes objectifs, de ton niveau, de ce que tu as déjà fait. Si tu as envie qu'on en discute, ça sera avec grand plaisir. On peut s'appeler, prends ton créneau et vraiment on en discute. C'est une question assez personnelle. Ça dépend vraiment de toi. Il n'y a pas de règle générale. Vous pouvez avoir à faire des annales, des exercices. Ça dépend de vos niveaux. Mais si on devrait, parce que c'est une question qui intéresse d'autres, je pense. Et du coup, n'hésitez pas à nous le dire aussi si c'est le cas. Mais je pense que vraiment, les piliers de la réussite, bah, ça va être sûrement peut-être de revoir tous les chapitres en maths, d'être équilibré au niveau des matières. Mais si vous avez envie qu'on vous donne des conseils spécifiques, vraiment matière par matière, n'hésitez pas à nous le dire, à réserver votre appel. Comment ficher efficacement la géopo? Je te laisse répondre peut-être, Léandre, rapidement. Et bien sûr, vous pouvez prendre un appel avec Léandre aussi, bien entendu, Ouais, bien pour... sûr. S'il y a des craintes en géopo, en espagnol, n'hésitez pas. Franchement, vous verrez que c'est surtout l'espagnol des matières où, sans forcément la travailler énormément, peut-être à coup de 2 3 heures par semaine, on peut progresser énormément. J'aurai l'occasion de revenir dessus là sur le détail matière par matière. Mais je dirais que là, pour l'instant, ficher efficacement la géopo, ça passe par extraire un maximum l'information. Si t'as pas fiché en première année, c'est jamais trop tard pour reficher des chapitres, surtout ceux qui te posent problème et les plus importants, les plus polyvalents. Je pense notamment, il y a un gros travail peut-être à faire sur la mondialisation, parce que tu as plein de sous-chapitres qui peuvent donner lieu à un sujet, ou même des thèmes croisés avec le développement durable, ou peut-être avec l'industrie. Voilà, c'est des choses, si tu veux, on pourra en parler plus longuement lors d'un appel. Mais sache que c'est jamais trop tard pour traiter toutes les thématiques de première année, surtout celles qui te posent problème. Et Yes. si jamais, Ronan, pour la synthèse, oui, aussi. N'hésite pas, j'ai eu 15 en synthèse de texte cette année. Donc je suis dispo pour te partager ma méthode et plusieurs méthodes que j'ai pu entendre aussi, pour voir celle qui te convient le mieux. Yes, et pour finir avec les questions à venir, est-ce qu'on a le temps de reprendre certaines notions? Chapitre faible, ça dépend par rapport au rythme intense. Bien sûr, il y a les révisions. Pour vous partager quelque chose, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Je vais vous parler des maths, mais ça peut être appliqué à toutes les matières. Donc, par exemple, imaginons qu'on est en train de traiter un chapitre donc qui dure environ 1 ou 2 semaines. Donc, à la fin de cette période, je faisais pendant toute cette période des exercices, mais à la fin de cette durée, dès que je finissais un chapitre, je refaisais tous les exercices que j'avais fait depuis le début du chapitre. Et ensuite, arrivé aux vacances, je refaisais tout depuis la période des vacances d'avant. Et ensuite, pendant les vacances d'été, je refaisais tout depuis le début de la prépa. Et ensuite, pendant les révisions, l'idée, c'était de balayer encore une fois tous les chapitres. Donc comme ça, de faire et refaire les trucs importants. Et ce qu'il faut, c'est sélectionner les éléments les plus importants et ainsi pouvoir avancer. Donc vraiment, il y a encore des questions. Vous avez déjà... Ouais, On peut peut-être avancer, parce que sinon je pense qu'on va leur prendre un peu plus yes. Yes, on un va, peu on va plus répondre d'une à toutes heure, vos mais questions juste après. N'hésitez pas à prendre on un pourra le appel. faire juste après si vous voulez rester jusqu'au bout et on pourra répondre même en détail à toutes vos questions, ou peut-être même vous donner la parole. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, s'il y a une question qui vous vient, on y répond. On va passer aux matières par matière. Donc déjà, la culture générale, c'est quelque chose de fondamental. C'est C'est important ça. Ça, c'est C'est une très matière à important. travailler beaucoup en deuxième année, à être régulier, c'est vraiment important. Et donc, on va vous partager un peu la méthode personnellement qui m'a permis d'obtenir 16 et 17 au concours. Donc, c'est une méthode qui consiste à apprendre par cœur des paragraphes. Donc, au début, j'étais très sceptique. Comment ça, le par cœur? Les profs sont aussi très sceptiques. Comment ça, on va apprendre la culture générale? C'est une méthode où on réfléchit et tout. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réfléchir, mais ça veut dire que vous allez sélectionner les éléments que vous allez réutiliser dans beaucoup de copies. Donc c'est un travail de sélection. Donc n'hésitez pas au début à vous ouvrir à plein de références possibles, à regarder ce qui est pertinent, à les affiner progressivement et vous limiter à une trentaine de références pour pouvoir ensuite vraiment les approfondir à fond. Et même si vous avez envie de passer le cap suprême, de les apprendre par cœur, peut-être pas tout, peut-être juste la thèse et un exemple, une citation. Donc ça peut vraiment être une méthode que l'on adapte, mais c'est vraiment important de faire un peu
un peu de par cœur parce qu'en fait, bah, on a notre thème et on va en fait jouer sur nos exemples et ça sert à rien d'en avoir 10 000, on va en utiliser 9. Donc autant, dans une dissertation, je veux dire, un par partie, autant en apprendre une trentaine qui sont un peu polyvalents, qui reviennent tout le temps et les maîtriser à fond. Donc voilà pour la culture générale et c'est vraiment ça qui fait progresser tous les étudiants de préparationnel là-dessus sans prendre beaucoup de temps, juste en leur expliquant un peu la méthode dans le détail. On arrive à avoir de très bons résultats. Donc vraiment, c'est très efficace. Ensuite, on va parler de géopolitique, ESH pour ceux qui font ESH. Je te laisse présenter déjà la géopo rapidement. Ouais, juste pour revenir très 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 rapidement sur la CG, cette méthode elle est géniale et je l'appliquais personnellement aussi, tout simplement parce que ça va vous laisser plus de temps pour faire une intro détaillée et réfléchie. Et à partir de ça, vu que c'est la première impression du correcteur, il voit que vous avez réfléchi sur le sujet, sur les mots du sujet, ce qu'ils veulent dire et peut-être des sens qui s'opposent. À partir de là, ça va être génial parce que vous aurez un contenu très solide et une intro en fait personnelle. Donc c'est tout ce qu'un correcteur demande. Et même si ça peut faire grincer des dents à vos professeurs, j'ai appliqué cette méthode moi assez tardivement. J'ai quand même eu 14 à la dissertation d'HEC, sachant que c'était une de mes matières faibles. Donc franchement, je ne peux que recommander cette méthode parce qu'elle vous offre une intro solide. Quel que soit votre Mais l'intro niveau. solide. Ah, vas-y, Dimitar, excuse-moi. Ouais, pardon. Quel que soit votre niveau, en fait, si vous êtes faible, ça va vous permettre de réduire, par exemple, les erreurs d'orthographe, les erreurs d'expression. Si vous êtes fort, bah, ça va vous permettre de maîtriser encore plus vos exemples et pouvoir jongler entre eux de manière intelligente. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu, je dirais, pas la même chose en géopo, mais peut-être le travail sur l'introduction en géopo qui est très, très, très important. Je vous ai partagé ma petite méthode des mots et des concepts un peu plus techniques, de les séparer un tout petit peu pour faciliter la lecture en diagonale, mais c'est peut-être pas le plus important au fond. C'est vraiment travailler cette méthode de l'introduction, avoir une accroche bien détaillée qui ne présente pas seulement un fait d'actualité, mais aussi des statistiques sur le fait d'actualité, et qui, dans le mieux, pourrait déjà relever une ambivalence dans le sujet. Ça montre dès l'accroche et dès la toute première impression qu'on a su réfléchir et qu'on a montré une espèce de tension dans un sujet. Cette tension, elle se retrouve dans la problématisation, mais cette problématisation, elle doit être précédée d'une bonne définition des termes. C'est super important, je pense, en HGG comme en ESH, de définir tous les termes du sujet et de la manière la plus complète possible. Et si vous avez des auteurs, des références un petit peu théoriques pour accompagner votre argumentation, c'est encore mieux. Mais c'est le plus important, mais aussi ça passe par un contenu riche et des exemples variés. Faut pas oublier que même sur des sujets un petit peu théoriques, comme on avait eu l'an dernier sur une Europe de la défense, on peut parler beaucoup de traités, beaucoup d'accords. Faudrait jamais oublier que aussi dans HGG, il y a l'acronyme géographie. Ça passe aussi par avoir des exemples géographiques très 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 précis, de connaître notamment peut-être des détroits où l'Europe serait stratégique, qui fait que le correcteur serait content, parce que de un, vous sortirez du lot parce que le correcteur voit des choses assez originales qui pourraient lui plaire, mais aussi ça permet d'être dans les clous, d'affiner votre méthode et de vraiment réfléchir dans l'esprit de la matière, et en fait d'avoir une approche géographique aussi. Cette géographie, elle se retrouve aussi dans les croquis. C'est super important de savoir que bon, ben, le format à l'ESCP et HEC, il a changé, plus de cartes, et ça peut être bien, voire même apprécié par les correcteurs, d'avoir un petit zeste de géographie et de dessin, comme le demandait la carte, mais avec un croquis. Voilà. Surtout que la moitié des Euh, correcteurs sont géographes, donc vous allez forcément avoir une chance sur deux de vous démarquer très positivement, sachant que la plupart des candidats négligent ce penchant, la géographie. Finalement, en fait, il faut s'adapter aux correcteurs qui sont soit historiens, soit géographes. C'est pas forcément la géopolitique in fine qui va compter si vous voulez faire plaisir absolument au correcteur, mais ça, c'est un peu un détail. Faut pas trop s'accrocher à ça. Mais faites un 1.1 bien historique, rajoutez quelques ouais. éléments géographiques et ça va jamais vous pénaliser au concours. Let's go pour l'ESH, la méthodologie, c'est vraiment important. L'introduction, si jamais vous avez des questions et vous voulez en savoir plus, on va pas trop s'éterniser parce que nous, on a fait Géopo, mais réservez votre appel avec Romain, donc notre prof de SH, il pourra vous répondre à toutes vos questions. Il y a déjà plein de créneaux qui sont partis, donc continuez à les prendre, n'hésitez pas, ça peut Ouais, que... n'hésitez pas, hein. Nous, on est là, on répond à toutes vos questions, vos attentes individuelles. Franchement, Yes. allez-y. Et nous, on le fait avec plaisir. Et là, on a une petite surprise justement pour vous. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de MyPrépa, n'hésitez pas à le dire hein, dans les commentaires si la team MyPrépa est toujours là.
mais on a le soutien qui il devait être là, Mathieu Alfray. Il devait présenter justement la partie géopolitique aussi. On va bientôt sûrement travailler avec lui et il soutient le projet préparationnel. Il n'a pas pu venir parce qu'il avait un problème de connexion. Yes, meilleur prof de MyPrépa et on est Ouais, très content ouais, vraiment. Ouais, bah pour oui, le meilleur. Voilà, préparationnel. le meilleur. Bien Et sûr. il vient d'envoyer justement ça et vraiment ça me tient tellement à cœur de travailler avec lui parce que c'est grâce à lui que j'ai réussi à obtenir vraiment de notes excellentes en géopo 16 à HEC. Donc franchement, c'est le boss de la géopolitique et ravi de créer du contenu avec lui, de pouvoir bientôt travailler avec lui. Donc voilà, petit message, il devrait être là, mais il sera là à nos lives très prochainement. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder. Les petits webinaires qu'on fait, ils risquent d'apparaître sur les prochains. On va continuer le point matière par matière. Il nous reste 5 minutes, il nous reste 2 matières, c'est parfait. Les langues, il y a 3 langues. Donc, globalement, il y a 3 choses à réussir en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, peu importe votre langue, en arabe, etc., en russe. Donc, c'est le thème. Et pour réussir votre thème, il faut lire des articles, il faut s'entraîner spécifiquement à l'épreuve, c'est-à-dire le meilleur exercice possible, c'est le thème grammatical. Parce que vous allez traduire des phrases qui concentrent des difficultés euh, de syntaxe, de grammaire, de conjugaison. Et justement, c'est pour ça que notre générateur sur préparationnel permet d'avoir du feedback directement sur vos phrases de traduction. N'hésitez pas à l'utiliser, je vous enverrai le lien, les liens, etc. Et aussi, les efforts en langue pays toujours, c'est très important d'en avoir conscience. Et sinon, il y a l'aspect CV à utiliser pour les essais et l'aspect vocabulaire pour justement nourrir voilà, vos écrits. Donc c'est ça qui compte finalement. Il faut concentrer ses efforts là-dessus et votre travail va vraiment être rentable, il va payer. Ok, donc on va pas trop s'attarder sur le détail. L'allemand et peut-être l'espagnol, c'est très similaire, sauf si Léon, tu as un point à rajouter sur l'espagnol. Non, juste très rapidement, voilà. Si, n'hésitez pas à nous dire si c'est une matière faible, l'espagnol ou les langues en général. Mais moi, ce que je faisais, c'était une matière faible au début, malgré le fait que je sois presque bilingue en espagnol, c'est vraiment me concentrer sur ce qui est demandé au concours, à savoir les 3 exercices de la BCE, pas plus, pas moins. Et à partir de là, je lisais beaucoup de bonnes copies, je m'apprenais beaucoup de vocabulaire qui me permettait à la fois de donner mon avis, de synthétiser des documents. Et après, ça me laissait encore plus de temps pour ensuite travailler en détail les traductions, faire beaucoup de thèmes grammaticaux. Je trouvais ça très important. De toute façon, j'ai rédigé une méthodologie qui sera peut-être bientôt disponible sur le site préparationnel, mais voilà. Si jamais c'est un point faible, l'espagnol, n'hésitez pas. Moi, à partir de là, je peux vous conseiller. Je suis passé de 4 à 18 en première année. J'ai fini de minorant à majorant presque. Donc à partir de là, si vous avez des questions, bah, je me ferai un plaisir de répondre. On peut peut-être passer à la suite, Yes. Dimitar. Angèle, on va te répondre juste après, juste on finit avec les maths. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat. On va pouvoir y répondre juste après. Dernière matière est peut-être la plus importante, la matière phare de la prépa ECG et les maths. Donc, comment faire pour justement atteindre les meilleures notes? C'est vraiment quelque chose d'important d'être bon en maths. Et même si vous ne l'êtes pas encore, faut continuer à s'acharner dans cette matière parce que c'est une matière rentable où le travail paye, une matière assez constante si vous êtes bon. Donc, il y a plein de vertus à être bon en maths. Euh, donc, euh, donc voilà. Ce qui peut être vraiment capital, c'est déjà commencer avec les bases, le cours. Je pense que vous le savez. Sans maîtrise du cours, sans maîtrise des choses les plus classiques, les plus basiques, les exercices les plus simples d'application, vous pouvez pas aller chercher les annales, vous pouvez pas faire les exercices plus difficiles. Donc vraiment être progressif, c'est ça qui permet de progresser, revoir le cours, mais pas lire le cours de manière passive, faire des flashcards, faire des blind tests. Il y a plein de méthodes comme ça qui peuvent être appliquées pour être en fait actif dans le fait de retrouver les connaissances du cours. Et justement, une fois que vous avez compris et que vous maîtrisez le cours, bah, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez passer aux exercices classiques. Vous pouvez passer ensuite à des exercices plus compliqués et enfin, parfois, à des annales, donc des exercices de l'EDEC, de l'EM, des problèmes de l'EM pour être sûr que les bases sont acquises et ensuite
vous confronter aux maths parisiennes. Donc, c'est vraiment progressif. Vous l'avez déjà sûrement entendu. Et moi, à titre personnel, je déconseille de faire beaucoup d'annales. J'en ai fait personnellement beaucoup en prépa, mais c'est pas ce qui m'a le plus aidé. C'est vraiment les exercices classiques, très durs, parfois beaucoup plus durs que des annales, même sur des points de programme de MP, etc. Notamment pour les QSP pardon, à l'ESCP et à HEC, ça peut être très pertinent. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de devenir bon en maths, nous, chez Préparationnel, c'est via les exercices ultra classiques, ultra ciblés, qui tombent et retombent dans les différentes années au concours, que ça va se passer. Donc voilà, on a fini le tour. Il est pile 20 heures, donc c'est très bien. Donc pour finir, on va répondre déjà à toutes vos questions. Mais avant ça, on a quelque chose de très spécial